Jeux, confidence. Un podcast qui parle de jeux, mais aussi d'autres affaires. Hey, salut tout le monde, bienvenue. Épisode 42 de Jeux Confidence. Je vous parle un peu en sourdine pour débuter cet épisode-là, étant donné que je ne suis pas dans mon char, mais dans un endroit là, où il y a d'autres personnes, fait que je ne veux pas trop les déranger. Quoique, ma porte est fermée, vous avez deviné, je suis dans mon bureau. Puis, ça, on est en fin d'après-midi, là, journée un peu tranquille. Puis, je me suis dit, why not? Pourquoi noix? Faire un bout d'épisode maintenant que j'ai le temps de le faire bien assis confortablement dans ma chaise. Je suis en train de regarder, là, c'est drôle, je suis en train de browser sur BGG. Je regardais la hotness, donc les jeux les plus hot de ce temps-là. Là. Ça faisait un bout que je suis allé là-dessus. C'est toujours le fun parce que on retrouve des jeux qu'on connaît bien, puis en même temps des affaires donc c'est la première fois qu'on voit, là. Vous voyez, là, en ce 14 novembre, dans le Hotness, je peux vous parler un peu de ce que je vois. Donc, en première position, 20 Strong, donc un jeu avec des dés qui a l'air assez original, là. Donc, qui marche avec 20 dés, qui est un jeu basé sur des decks de cartes. En fait, tu peux prendre différents decks de cartes pour jouer au jeu. Ça a l'air, là, c'est un jeu qui se joue en 30 minutes. Donc, les autres, ils parlent d'un système de jeu. Donc, l'idée derrière ça, là, c'est de... Il y a comme un noyau de petites règles qui sont simples et qui peuvent s'adapter quand même bien, puis qui peuvent être appliquées à une variété de decks de cartes uniques, chacun avec leur set de mécaniques différents. Fait que c'est assez intriguant comme affaire. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais il est en première position pour l'instant dans la hotness de BGG. Donc, vous voyez qu'ils vont lancer le jeu avec trois decks. Donc, un qui est situé dans le monde de Too Many Bones, un dans le monde de Hoplomachus Victorum, et un dans l'univers de Solar Sentinel solaire. Donc, bien hâte de voir comment ça va se développer, ce jeu-là. Jeu de dés qui semble être tout à fait... c'est sûr que là, c'est un jeu qui n'est pas encore sorti, je crois bien, là, mais qui est déjà coté 8 sur 10 là, pour ce que ça vaut. Donc, voilà, 20 Strong, qui est en première position du Hotness de BGG. Deuxième position, Nucleum. Nucleum, je le vois passer. Ça fait plusieurs fois que je le vois passer, là, même sur des photos, sur des tables de compères joueurs. Nucleum, 8.3 sur 10. Donc, devient le leader de la révolution industrielle dans un timeline alternatif, là, dans un monde parallèle. Encore une fois, un jeu designé par Simone Luciani, David Turzi. Je te dis qu'eux autres, ils ne chôment pas ce monde-là. C'est incroyable. Puis, ils sont sur une lancée de ce temps-là. À chaque fois qu'ils sortent un jeu, toujours extrêmement bien coté. Ouais, c'est ça. Fait que Nucleum, j'imagine que ça a peut-être un lien avec oui, effectivement, avec le nucléaire. Donc, quand Elsa von Frauenfeld a présenté son invention au roi Frédéric Augustus II en Saxonie, les gens croyaient qu'il jouait des tours. Elle avait utilisé l'élément de l'uranium, donc isolé, pour réchauffer une chaudière d'eau et a utilisé la vapeur qui en est résultée pour alimenter un moteur qui a gardé l'uranium actif via un procédé qu'elle a appelé l'atomisation. Hein. Très clair, ma traduction, j'ai vraiment bien fait ça. Bref, donc le nucléum qui définit sa machine à cette chère Elsa, donc a déclenché une nouvelle ère d'énergie et de prospérité sur les décennies qui en sont suivies. Donc voilà dans quel univers se passe ce jeu. Donc ça a l'air très industriel comme affaire, là, effectivement.
Donc, un euro heavy, donc qui va sur le lourd, 4.04 sur 5, dans lequel les joueurs jouent le rôle d'industrialistes qui vont essayer de réussir durant un boom économique et technologique au 19e siècle. Donc, tout ça est alimenté par l'invention et la popularisation du nucléum, un réacteur nucléaire. Fait que ça a l'air très cool. Les mécaniques qu'il y a là-dedans, c'est-tu écrit quelque part? Hein, c'est drôle, je suis comme pas habitué d'habitude. Ah oui, c'est ça, OK. Mécanique, contrat, management de main, des bonus de fin de partie, du revenu. Bref, toutes des choses auxquelles on est habitué. On se retrouverait sûrement dans nos tales en jouant à ce jeu-là. J'avoue que le nom me disait pas grand-chose, mais là, à regarder ça, m'intéresse beaucoup, puis je serais très curieux d'essayer ça. Il a l'air magnifique aussi. Vraiment magnifique, effectivement. D'une complexité assez impressionnante, à voir toutes les pinouches, puis les boards, puis les échelles, puis les pistes qu'il y a dans ce jeu-là. Ouais, Nucléum, donc peut-être une bonne idée pour un cadeau de Noël. Je trouve ça bien intéressant. Ensuite de ça, un autre jeu qui a l'air vraiment, en tout cas je trouve que le design est très beau, c'est Machines to the Sky. Machines to the Sky, pas encore de cote qui sort en 2024. Donc, une course contre le temps pour construire une arche, la meilleure arche qui va sauver l'humanité. Wow, quel beau thème, un peu apocalyptique, comme on aime. Donc, la fin du monde est proche. Forge des technologies innovantes pour te sauver d'une Terre qui est en train de mourir. Maudit, la Terre meurt dans tellement d'univers parallèles. Et je ne sais pas s'il y a des univers où la Terre survit. Ça serait le fun qu'on ait ça dans notre inconscient collectif aussi. Machines to the Sky, qui a l'air, je ne sais pas trop quoi penser de ce jeu-là. Je trouve que le design est beau. Mais construction de deck, bag, pool building, événements, gérage de main. Donc, il y a du bidding là-dedans. Donc, il y a on peut bidder. Enchères, tout ça, intriguant. Donc, on va surveiller ça. Machines to the Sky. 4e position, je ne ferai pas toutes, là, je vais juste vous en dire quelques-uns, gang. Là. 4e position, le Château Blanc, White Castle. Ça, c'en est un qui a fait biper mon radar il n'y a pas longtemps, parce que c'est la gang de Devere qui a fait ce jeu-là. Donc, les mêmes qui ont fait la Cathédrale Rouge, en version anglaise en tout cas, puis aussi Bitoku. Donc, j'aime beaucoup ce qu'ils font. J'aime beaucoup leur production, leur qualité de production, l'art, tout le kit, puis les jeux aussi. Toujours bien excellent. Je crois que c'est Yellow qui va publier ce jeu-là en français, qui a l'air d'être un jeu un peu comme Cathédrale Rouge, c'est-à-dire qui vient dans une petite boîte, mais qui est quand même un jeu d'une bonne complexité, là, avec une bonne longueur. Donc, on dit environ 80 minutes pour une partie, 12 ans et plus, complexité d'environ 3 sur 5, 1 à 4 joueurs. Ouais, ça a l'air très cool ce jeu-là. Un euro aussi, là, qui a l'air quand même assez magnifique, avec des dés, des pinouches, qui tient sur un tout petit board. Je peux vous parler un peu du thème White Castle. Ben, ça parle d'un château blanc. C'est... Donc, le héron vole au-dessus dans le ciel de Himei, dans le daimyo. Donc, ça se passe, je crois, au Japon. Donc, dans le château blanc, les servants se promènent, les jardiniers s'occupent de l'étang où les poissons, les carpes, koi vivent. Les guerriers se tiennent en garde sur les murs. Et les courtiers populent les murs. Et voilà, donc qu'est-ce qui se passe dans ce jeu-là? Donc, dans le jeu White Castle, les joueurs contrôlent un clan. Donc, ils doivent scorer le plus de points de victoire que les autres. Ah ben, Colin, hey, c'est fou! Donc, pour faire ça, ils doivent amasser de l'influence à la cour.
Donc, gérer les ressources de bonne façon et placer leurs ouvriers aux bonnes places au bon moment. Donc, 1 euro, placement d'ouvriers qui vient dans une petite boîte. Donc, les auteurs sont ceux qui ont fait l'Amadis. Ils ont aussi désigné Red Cathedral avec De Vere. Donc, on s'attend à une bonne qualité quand même. La Cathédrale Rouge, qui est un jeu excellent. Donc, ici, on n'est pas à Moscou avec Ivan le Terrible, mais on explore les grandes forteresses du Japon moderne. Voilà. Donc, Château Blanc à surveiller. Va sortir pour, je pense qu'il est déjà disponible, si je ne me trompe pas, en France, en tout cas. L'air bien le fun. Numéro 5 sur le Hotness, puis je vais arrêter là c'est Dune Imperium Uprising. Donc, qui est un jeu en soi, donc qui est pas du tout là, c'est une extension. Ben oui, c'est encore une extension du jeu, exact. Donc, non, c'est un standalone, ok, spin-off de Dune Imperium, donc qui expansionne, qui rallonge ou qui, je dirais, continue la réflexion, développe encore plus le mélange de deck building et de placement d'ouvriers en introduisant un nouveau mode à 6 joueurs qui va mettre 2 équipes une contre l'autre. Donc, Dune Imperium Uprising, 8.3 sur 10. J'imagine que ça va être le fun, ce jeu-là. Nice. Donc, bien hâte d'essayer ça. Sinon, vite, en 6e, Voidfall. 7e, ça c'est un 4X, là, Voidfall, vu souvent, je ne suis pas sûr que c'est mon genre de jeu. Ark Nova, qui est rendu en 7e. Apiary, le jeu que je vous parlais, le jeu d'abeilles de l'espace, là, des abeilles hyper intelligentes qui veulent construire, explorer et grandir. Donc, le nouveau jeu de Stigmeyer. En 9e, Septima. Donc, Septima, que j'ai vu souvent passer aussi, je l'ai vu, je sais qu'il est arrivé en magasin. Oh non, il est en précommande. Donc, dans lequel on doit... je ne sais pas trop c'est quoi ce type de jeu-là. Gestion de main, action simultanée, asymétrie. Septima, qui est un jeu compétitif, très stratégique et interactif sur la sorcellerie. Voilà. Donc, si ça vous intéresse. Position 10, Heat Pedal au métal. Ce jeu-là, je l'ai essayé. Puis même si je conviens que ça doit être un bon jeu, j'ai vraiment pas trippé. Moi, course de char, c'est plus en jeu vidéo. Tant qu'à jouer à un jeu de société, on dirait que c'est pas un thème qui m'attire pantoute. Position numéro 11, Brass Birmingham. Colin de Bin, ce jeu-là, il est sur ma tablette de la honte, imaginez-vous. J'ai joué une partie, mais c'était même pas une partie complète. C'était avec une amie qui nous l'expliquait. Mais depuis, on n'a jamais rejoué. Puis, j'en ai très honte. Je suis très honteux, car je sais que ce jeu est très, très, très excellent. Et je veux y jouer, il faudrait s'y mettre. Colin de Bin. 12, Ticket to Ride Legacy. Donc, Ticket to Ride en Legacy. De mon côté, non, je ne sens pas d'érection en pensant à ce jeu en Legacy. Donc, ensuite de ça, je parle d'une érection ludique, bien sûr. Là, c'est une image. Désolé si j'ai blessé des gens. Ensuite de ça, Dune Imperium en 13e, Planet Unknown en 14e, qui a l'air très cool aussi. Hégémonie, donc un autre nouveau, un autre heavy, gros... jeu asymétrique, politico-économique, euro, qui a l'air d'avoir beaucoup de viande autour de l'os. En 16e, Spiritfire, Living Board Game, connais pas pantoute. 17e, Sky Team, donc un nouveau jeu de Scorpion masqué, si je ne me trompe pas, qui a l'air vraiment très cool. Jeu co-op qui a été vanté par beaucoup de gens, 8.2 sur 10. Ben, hâte d'essayer ça. Ça aussi sera une bonne idée de cadeau de Noël. Après ça, j'ai Calimala en 18e. Calimala, un jeu de Fabio Lopiano. On connaît bien Fabio Lopiano pour le jeu Merv, The Heart of the Silk Road. Puis aussi, c'est indiqué Autobahn et Zapotec.
cool. Je ne savais pas qu'il avait participé à Autobahn. Artiste Yann O'Toole. Donc, Yann O'Toole, loin d'être un tout nu, qui fait du merveilleux travail. Le jeu a l'air superbe. Kali Mala. Donc, à surveiller. 7.2 pour l'instant. Des marchands de vêtements compétitionnent pour avoir une majorité en utilisant un système de sélection d'actions unique en son genre. Donc, à surveiller. Kalimala, l'air cool. Plus dans mes cordes. Spirit Island en 19e. Spirit Island, je ne garde pas des beaux souvenirs de ce jeu-là. Il faudrait que je rejoue avec une game le fun, parce que la game que j'ai eue, c'était plate. Et depuis ce temps-là, j'ai vraiment jamais eu le goût de rejouer, même si je sais que c'est un jeu qui est excellent. En tout cas, ça a l'air à ça. Wingspan en 20e. Arnak en 21e. Oathsworn Into the Deepwood. 22e, je ne connais rien là-dedans. Terraforming Mars en 23e encore. Ben, coudonc, quand même, hein? 24e, c'est Perseverance Castaway Chronicle, qui doit être un genre de jeu de campagne, j'imagine. Revive en 25e. Revive que j'adore. Faut que j'y rejoue. J'ai joué, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Obsession en 26e. Ça, j'ai jamais joué. Beaucoup entendu parler aussi. Le thème m'allume pas full, mais il paraît que c'est bien, bien bon. L'âge de l'innovation en 27e. Witcher Old World en 28e. Écoutez, ce jeu-là, je me l'achèterais si j'avais pas déjà assez de gros jeux tout seul, solo ou coop à jouer. Mais j'ai énormément joué aux jeux vidéo. Witcher, je suis en train d'écouter la série Netflix, là, puis bien du fun. J'ai adoré ce jeu-là. Cascadia en 29e. 30e, Kutna Hora. Je connais pas. En 31e, l'extension de Ark Nova, Marine Worlds, qui sort bientôt. 32e, Évacuation. 33e, Everdale. 34, Root. 35, Arkham Horror de Card Game. Ça, c'est tous des jeux que je connais bien. D'ailleurs, très hâte de rejouer là, à tout ça, mais Everdale en particulier. Root aussi, Arkham aussi. Colin de Bin. Hein? Colin de Bin. Il y en a-tu des jeux? Nemesis en 36e. 37e, Expédition. Hein? On se rappelle de ça, ce jeu-là, je vous en avais parlé. Earth en 38e. Donc, Earth qui semble avoir pris quand même une certaine drop là, comparé à jadis. Ben, à jadis, pas à jadis, mais à récemment. Frosthaven en 39e. On me rendre jusqu'à 50. Là. 40e, Sight. 41, Forest Shuffle. J'aime beaucoup Forest Shuffle. Je joue sur BGA. Très, très hâte de l'avoir en vrai, ce jeu-là. Il est très sympathique. Vraiment, là. Marvel Champions en 42e. 43e, World Wonders. 44e, Les Pirates de Maracaibo. Cool. Twilight Imperium en 45e. Undergrove en 46e. Un jeu de champignol qui a l'air très beau. La Quest for Eldorado en 47e. De Rainer Knizia, un grand classique. Too Many Bones en 48e. Jeu immense, plein de dés, qui a l'air très cool, que j'ai longtemps voulu avoir. Puis là, j'ai un peu laissé faire parce que je me suis dit, c'est trop gros jeu-là, mais ça a l'air vraiment malade. 49e, Earthborn Rangers. Et finalement, en 50e, Les Charlatans de Belcastel. Voilà. Voilà. Petit tour sur BGG pour la hotness, la chaudeté. Donc, ça me tentait de faire un petit tour puis vous jaser de ça. Bon, j'espère que vous allez bien, gang. Écoutez, moi, j'ai eu des beaux moments dernièrement. En fait, un truc que je voulais souligner, c'est qu'on a eu notre lancement à Québec là, de notre bande dessinée. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que je tousse, moi et un de mes chers amis du nom de Paul Bordelot, qui est un BDiste, que j'ai rencontré au fil en fait, de mon travail de comédien. À un moment donné, on s'est comme croisés, puis moi, je savais même pas que ce gars-là existait. Un gars aussi extraordinaire et fantastique, qui est un super artiste visuel, qui est illustrateur, qui a fait beaucoup de bandes dessinées et qui habite ici, à Québec. Donc, Paul, qui était venu voir mon show, là, en fait, parce que moi, comme je l'ai peut-être déjà dit, j'ai déjà écrit un texte de théâtre que j'ai joué qui s'appelle Hippo.
Donc, Paul Bordelot, cherchez ça sur Internet si vous voulez vous renseigner sur ce gars-là. Mais c'est ça, il est venu voir mon show, puis de fil en aiguille, on a décidé de faire une bande dessinée avec, en fait, une adaptation du show de théâtre en bande dessinée. Ça s'est fait. La bande dessinée est sortie en septembre passé. Puis là, ben, on a décidé de faire un lancement, étant donné que Paul est revenu en ville, un lancement officiel à Québec, dans une librairie, la librairie Pantoute, pour ne pas la nommer. On a fait ça. Ça a été une super belle soirée. Moi, c'était la première fois que ça m'arrivait de vivre un lancement de livre là, comme ça, où c'était moi qui était un des principaux intéressés. Donc, Paul puis moi, on a fait des dédicaces. Paul faisait un petit dessin, moi j'écrivais un petit quelque chose. Ça a été une super belle soirée, il y avait plein de monde. Écoutez, vraiment, vraiment très cool. Puis ça me... Dans le fond, si jamais vous voulez checker ça out, la bande dessinée, il l'a dans toutes les bonnes librairies. Ça s'appelle Hypo, Hypo. Puis on est bien fiers de ce que ça donne, bien fiers du résultat. Ce show-là mettait en scène 2 personnages, dont moi, et une de mes grandes amies, Marie-Lie, qui est la fameuse voix au début du podcast là, qui dit « Je confidence ». Donc, avec elle, j'ai joué dans ce spectacle-là. C'était trippant, on chantait, on faisait tous les temps. Puis, dans la bande dessinée, Paul, il s'est inspiré de moi et de Marie-Lie pour les personnages, là, pour le look des personnages aussi. Fait que si vous voulez me voir dans un personnage de bande dessinée, c'est l'occasion rêvée de le faire. Donc, allez vous chercher ça, là, Hypo, dans toutes les bonnes librairies, qui d'ailleurs est un coup de cœur de la librairie Renaud-Bré. Alors, voilà pour la petite publicité personnelle. Sinon, ben, c'est ça. Sinon, j'ai eu un camp de chorale il n'y a pas si longtemps. Là. Un camp, là, c'est le fun parce que je suis toujours dans une chorale, puis une fois par saison, c'est-à-dire une fois à l'automne, une fois à l'hiver, au printemps, là, on fait un camp, c'est-à-dire 2 jours intenses de répétition de chorale. Puis ça a été bien, bien, bien le fun. C'est toujours des belles expériences. Écoutez, moi, j'ai toujours voulu chanter dans une chorale. Je ne l'avais jamais faite. Puis là, on dirait que tout d'un coup, mon garçon était là-dedans. Je me suis dit, hey, moi aussi, je veux le faire. Puis je ne regrette pas, là, si tu veux un bon feeling, là, d'être en harmonie avec le monde. Puis, je sais pas, il y a quelque chose de magique qui se passe là, quand on chante tout le monde ensemble. Puis, crime, on va faire un show là, en décembre, un show de Noël. Là. Fait que si vous êtes en ville, vous viendrez voir ça. Ça va être bien le fun. Fait que ça ressemble à ça pour les nouvelles. Sinon, je joue sur BGA avec du monde qui écoute le podcast. C'est vraiment le fun. Écoutez, ça rend ça super concret, là, trippant. Je pense que la prochaine étape, ça va être de se rencontrer à un moment donné, si ça donne. Là. De se retrouver dans un événement ou de le créer notre propre événement. Bon, c'est peut-être un peu prématuré de faire ça, étant donné qu'on est juste 13 auditeurs, mais peut-être qu'à un moment donné, là, en même temps, ça pourrait être cool peut-être d'être pas trop de monde, là, parce que moi, j'avoue que je suis genre à être un peu mal à l'aise dans les endroits où il y a trop de personnes. Ça me stresse toujours un peu. Fait que si jamais on est, je sais pas, moi, 4-5, là, ça pourrait être cool. Pensez à ça, gang, puis on s'en reparle. Pour cet épisode-ci, du 42e épisode de Jeux Confidence, j'avais le goût de vous parler de mes expériences ludiques. J'en ai pas eu énormément, mais j'ai pu jouer au jeu Ancient Knowledge. Je sais que je vous en ai déjà parlé, mais là, j'ai fait une grosse game avec ma blonde, puis je me sens plus à même de vous en parler en détail. Et sinon, l'autre jeu auquel j'ai joué, c'est Wild Space. Donc, un jeu que ça fait un certain temps que j'ai, qui est toujours extrêmement le fun à jouer. Fait que ça, je voulais vous en parler aussi. Je ne sais pas si je l'ai déjà fait, mais j'avais le goût de vous jaser de ce super bon jeu-là, qui vient dans une petite boîte, là, qui est un jeu moyen, je dirais. Pas si... c'est vraiment du tableau building, en fait, où on pose en fait, pas du tableau building, mais c'est vraiment un jeu qui va favoriser les trucs en cascade, là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre des cartes devant nous, puis si on joue bien notre jeu, si on fait bien nos tactiques, on peut
vraiment faire des combos assez incroyables. Fait que je vais vous parler de ça pour cet épisode-ci. Puis pour la suite, ben on verra. On verra ce qui se présente. All right. Je voulais aussi vous parler d'un beau petit jeu que j'ai découvert, en fait. C'est un jeu que je vous en avais parlé rapidement au dernier épisode. Ça s'appelle Fika. Donc, F-I-K-A. Qui est un jeu, là, c'est le jeu, je vous parlais des jeux, des breuvages chauds, là. Donc, Fika, ils appellent ça The Clever Coffee Break, donc la pause café intelligente. Jeu illustré par Beth Sobel, puis designé par Peter Van Compt. Donc, wow, quel beau petit jeu, il est vraiment magnifique. Évidemment, vu que c'est Beth Sobel qui l'a fait, qui l'a illustré. Donc, description, que ce soit au travail, en soirée ou pendant le week-end, le fika fait partie intégrante de la vie suédoise et représente bien plus qu'une simple pause café. Il s'agit de faire de la place dans son quotidien pour discuter autour d'une boisson chaude, tout en grignotant de délicieuses pâtisseries. Dans Fika, vous êtes le propriétaire d'un café de rue et vous essayez de surpasser votre concurrent en arrangeant habilement les cartes de votre café, en manipulant celles de votre adversaire afin d'être le premier à remporter 2 manches. Chaque tour se déroule en 2 phases. Vous déterminez d'abord les couleurs primaires et secondaires du tour, puis vous commencez à jouer vos cartes. Pour jouer, choisissez simultanément une carte de votre main et posez-la face cachée devant vous. Révélez simultanément la carte que vous avez choisie, placez les cartes dans votre café en respectant l'ordre d'initiative et choisissez de résoudre ou non leur effet. À la fin du tour, passez en revue votre café de gauche à droite, pour voir quels objectifs ont été remplis. Chaque carte a un objectif qui vous rapporte des pièces si vous avez cette carte dans votre café et que vous remplissez les conditions requises. Bref, c'est ça, un jeu où on va placer des cartes. Alors, on a 5 cartes qu'on va placer devant nous. Ces cartes-là ont un effet de pause et un effet de point de fin de game. Donc, c'est vraiment trippant. Ces effets-là, ça va être soit d'échanger une carte devant toi et une carte dans ta main, soit d'aller changer une carte du gars en face ou de la fille en face de toi pour la mettre dans tes cartes à toi. Tu peux aussi enlever une carte du body pour la mettre dans l'offre, parce qu'il y a toujours un offre sur le côté. Bref, tu vas manipuler les cartes comme ça pour essayer de les placer de la façon la plus ingénieuse possible pour faire des points. Fait que, tu sais, les cartes sont numérotées de 1 à 6. Mettons, il y a des cartes, ça va être, si tu as 3, 4, 5, ou en tout cas 3 chiffres qui suivent, tu fais des points faits de la game. S'il y en a, c'est les couleurs. Si tu as 3 ou 4 couleurs pareilles, tu fais des points. Il y en a un, là, c'est si tu as un 1 puis un 6 aux 2 extrémités, tu fais des points aussi. Par contre, si tu as un 1 puis un 6 de l'autre côté de la table, là, ça s'annule. En tout cas, il y a vraiment plein de manières si tu veux, de faire du pointage en superposant des effets. C'est ça qui est cool. Fait que tu te dis, OK, j'arrive à faire, mettons, 3, 4, 5 ici, mais en même temps, je fais coïncider les couleurs de ces cartes-là, puis j'arrive à mettre un 6 là. Bref, très cool, très ingénieux. Je trouve vraiment ça très. J'ai essayé le jeu, puis j'ai vraiment aimé ça, puis le thème est très, très plaisant. J'aimerais beaucoup ça, que le jeu soit en magasin pour que je puisse l'acheter avant Noël, pour l'acheter à ma copine. De toute façon, vous vous dites, elle va le savoir, hein, il est en train de dire le cadeau qu'il va y acheter. Non, ma copine, elle n'écoute pas mon podcast, OK? Parce qu'elle a assez de m'entendre parler dans la vie de tous les jours. Elle n'écoute pas mon podcast. Fait que je peux vous confier des affaires ici, c'est ça qui est cool, puis elle ne le saura jamais. Puis si jamais elle le sait, puis elle découvre le poteau rose en écoutant mon podcast, ben écoutez, ça va juste vouloir dire qu'elle écoute mon podcast, puis je vais être content. Mais non, c'est ça. Ma blonde n'écoute pas le podcast. Par contre, si j'arrive à la convaincre de faire un épisode avec moi, je serais bien content. J'aimerais ça vous la présenter. Eh bien, smart. Puis quelle joueuse excellente. Donc, je suis content que ma blonde aime ça jouer à des jeux, mais je suis moins content qu'elle soit vraiment meilleure que moi au jeu. Donc, voilà, Fika. Donc, Fika qui fait le Fika, donc qui veut dire
qui veut dire bien plus qu'une simple pause café. Donc, le fika, c'est de faire place dans son quotidien pour une discussion autour d'une boisson chaude. Quelque chose que j'aime bien. Hein, vous me connaissez, moi, les feux de poêle, là, les petites boissons chaudes, les petites couvertes, là, les petites doudounes, là, moi, j'aime ça. Surtout quand la saison frette s'annonce comme ça. Là. Fait que allez checker ça sur BGA, gang, Fika. Très cool. Si vous voulez qu'on se fasse une game ensemble, n'hésitez pas. Sur BGA, mon nom, moi, c'est Nico Frank. N-I-C-O-F-R-A-N-K. J'ai une réputation de 80%. Donc, je suis en train de remonter tranquillement. J'ai souvent été à 100%. J'ai souvent été à 80, 70, 60%. Parce que des fois, je joue au bureau. Il y a des urgences. Je suis obligé de m'en aller, puis de ne pas finir ma game, puis j'en suis désolé à tous ceux à qui c'est arrivé, mais dans ce temps-là, ma réputation descend. Mais je suis meilleur, là. Je suis meilleur. J'ai joué une game de Château de Bourgogne avec Rakelanders. Salutations, Rakelanders. Il m'a planté d'aplomb. D'aplomb. Pas tant que ça. Écoute, je me suis bien défendu, là. Donc, comment je fais pour aller voir les résultats de partie, moi? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça. Attends, ouais, non, ça, c'est pas la bonne. Hey, je suis en train de chercher. Donc, ouais, il m'a eu 192 à 155. Bravo, Rakelanders. Lui, il a un niveau de 316. Fait que c'est un bon joueur. Ça veut dire, moi, je suis juste à 73. Là. Écoute, c'était une super bonne partie. On a refait une, on a recommencé une, mais là, ça va pas bien. Mes dés sont pas bons. Je suis jamais capable de placer mes tuiles. Je pense que c'est la pire game de ma vie, mais c'est pas grave. Hey, venez jouer avec moi sur BGA, sérieux, ça serait vraiment le fun. Nico Frank, N-I-C-O-F-R-A-N-K. Ça, c'est mon nom sur BGA. On va se faire une petite game de Fika, une petite game de je sais pas, moi, Forest Shuffle, Tapestry. Qu'est-ce qui flotte ton boat? Hein? Qu'est-ce qui flotte ton bateau? Ben, moi, je vais jouer à ça. Ça va être le fun. Fait que viens me rejoindre là-dessus. All right. Et ici, on parlait un peu de Wild Space. Donc, Wild Space, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu-là, un petit jeu dont le thème sont des animaux de l'espace, bien sûr. Donc, moi, ce jeu-là m'a été conseillé il y a un bout de temps déjà par des amis. Donc, il est beau, le jeu, il est cute. En même temps, si j'avais vu la boîte avec le design puis tout, j'aurais peut-être passé par-dessus. Dans le sens que, bon, oui, c'est beau, c'est cute, mais il n'y a rien qui va non plus accrocher l'œil genre sans bon sens, tu sais. Mais le jeu est vraiment, vraiment le fun. En fait, ce jeu-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va... il va toujours y avoir 3 cartes disponibles au centre de la table et évidemment la pile. Dès qu'on prend une carte, ben, on remplace cette carte-là avec une autre. On a au début de la game 3 cartes dans nos mains qui représentent 3 membres d'équipage en fait. Fait que c'est ça qu'il faut faire, c'est construire notre équipage pendant les manches du jeu. Pas beaucoup de manches dans ce jeu-là, donc il faut vraiment maximiser nos combos en fait pour arriver à faire le plus de points possible, à mettre le plus de cartes possible devant soi. Donc, dans ce jeu-là, il y a 6 sortes d'animaux qui, à la fin de la game, vont avoir une influence sur le pointage, étant donné que, ben, non seulement il y a des cartes qui font des points en elles-mêmes, il y a des cartes qui font des points de fin de game, mais il y a aussi des points qu'on va faire avec nos collections d'animaux. Donc, à partir du 3e animal pareil qu'on a dans nos cartes à la fin de la game, on fait des points. Autrement dit, 5 points à partir du 3e animal qu'on a qui est pareil aux autres. Puis, aussi, si on arrive à avoir les 6 animaux différents, on fait 15 points, etc. Ce qui est intéressant de ce jeu-là, c'est que nos actions vont être représentées par un petit vaisseau spatial et des tuiles qu'on appelle des tuiles planètes, en fait. Donc, au début de la game, il y a 2 tuiles qui sont disponibles. Sur chacune des tuiles, il y a 2 espaces où on peut faire atterrir notre petit vaisseau pour faire l'action. On a, si je ne me trompe pas, 5 vaisseaux, et 8 ou 5, excusez, 4 ou 5, mais je pense que c'est 5.
Puis, une fois qu'un vaisseau a atterri sur une planète, il ne peut pas en décoller. Autrement dit, tout ce qu'il peut faire, c'est monter sur la tuile pour faire la deuxième action qui se trouve au-dessus de celle qu'on vient de faire. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on a 10 tours dans le jeu seulement pour faire toutes nos actions, pour placer toutes nos cartes. Ce qui se passe, c'est que c'est pas toutes les actions, les espaces d'action qui vont nous permettre de poser une carte devant nous. Il y a des actions qui vont nous permettre de piger des cartes parce qu'il faut aussi en piger. Il y a des tuiles planètes qui vont se débloquer au fur et à mesure qu'on va avoir du monde des cartes de placer devant nous. Donc, à partir de 3 ou 4 cartes, on a accès à une autre tuile, 6 cartes, une autre tuile, et 9 cartes, une autre tuile, etc. Puis plus les tuiles, plus ça va, plus les actions sont, je dirais, pas complexes, mais variées. On a toujours un capitaine. Donc, la première carte qui va être placée devant nous, elle est placée par défaut. C'est le capitaine de notre équipage qui, lui, va aussi ramasser des actions puis des points si on arrive à l'upgrader, si on arrive à l'améliorer pendant la partie. Donc, ce qui est vraiment intéressant de ce jeu-là, en fait, c'est que le jeu nous force vraiment à faire du combattage. Parce que chaque carte qu'on va placer devant nous, il y en a certaines qui vont demander, premièrement, un prix. Donc, il y a un espace action, par exemple, qui va nous dire, tu peux placer une carte devant toi, mais il faut que tu jettes telle ou telle carte, une carte ou tel type de carte, etc. Puis, les cartes, il y a beaucoup de cartes que quand on va les placer, vont nous permettre d'en placer d'autres si on a certains prérequis, par exemple. Donc, ce qu'il faut faire, c'est pas y aller en innocent puis réussir à poser nos cartes ou à, premièrement, ramasser nos cartes puis prévoir un peu, vraiment faire une stratégie de pose de cartes pour pouvoir maximiser notre pose de cartes, étant donné qu'on ne pourra pas le faire si souvent que ça pendant la partie. Fait que c'est ça qui fait que le jeu est vraiment le fun. Des fois, il y a des games qui marchent moins bien, tu peux moins piger ce que tu veux, mais tu as quand même le moyen là, de contrôler plus ou moins bien ta partie si tu es bon, si tu as joué plusieurs fois. Fait que tu sais, c'est le genre de jeu que, bien évidemment, les premières games sont peut-être pas les meilleures, mais c'est ça. Le principe, c'est de voir the lay of the land, de voir ce qui se passe, quelles cartes sont disponibles, qu'est-ce que je peux aller chercher pour mettre telle carte qui va me permettre ensuite de mettre telle carte, puis d'enchaîner avec telle carte. Tu vois un peu le type. Fait que c'est vraiment un super jeu pour ça. La mécanique est vraiment le fun. La thématique, bien évidemment, on s'en sac un peu. C'est des animaux de l'espace, donc des animaux déguisés en Star Trek, un peu, je pourrais dire. Donc, ça aurait pu être n'importe quoi, mais bon, à partir de là, à partir qu'on est d'accord que le thème est plus ou moins important, il est quand même bien fait, il est quand même bien illustré. Tu sais, le jeu n'est pas du tout laid, là. Il est très beau, les petites cartes carrées sont belles, etc. C'est super. En plus des animaux, ben, il y a des robots. En fait, souvent, les robots, eux autres, vont donner directement des points de victoire à la fin de la partie. Mais souvent, c'est des cartes qui vont être qui vont moins, comment je pourrais dire ça, causer de combos, en fait. Donc, ces cartes-là sont payantes, mais quand on les met, on peut moins maximiser notre pose de cartes à cause de ça. Puis, il y a les cartes qui ont comme une icône de médaille dessus. Donc, en fait, ce qui se passe quand on met une carte avec une médaille, c'est qu'on peut avancer, upgrader notre capitaine. Donc, en haut de la carte du capitaine, on a une petite échelle avec une petite médaille qu'on va monter de cran à chaque fois qu'on va mettre une carte avec une médaille. Puis, ben, ces crans-là vont nous donner soit des actions, comme piger une carte, comme en poser une, comme prendre une carte dans le marché et la poser directement, jeter une carte. Il y a une action aussi que c'est tu jettes une carte dans ta collection devant toi pour en piger une ou pour en poser une autre. Fait il y a toujours des choix difficiles à faire, des petits sacrifices à faire pour maximiser tes points à la fin de la game. Puis si tu réussis à upgrader ton capitaine jusqu'au bout, ben habituellement, c'est super payant. Ça te donne des points de victoire, là, puis il y en a pas mal. Fait que bref, Wild Space, je ne sais pas si vous le connaissez. Moi, je trouve plus... En fait, c'est le fun. C'est le genre de jeu que plus tu joues, plus c'est le fun. Parce que plus tu connais la mécanique,
Il y a quand même beaucoup de cartes. Puis un autre de ses qualités à ce jeu-là, c'est qu'il ne dure pas si longtemps que ça. Il ne dure pas très longtemps. Mais il est vraiment le fun. Fait que nous autres, c'est un bon keeper, comme on dit. Comme je dis des fois, là, ce jeu-là, c'est sûr qu'il va toujours rester dans mes tablettes. Voilà pour Wild Space. Sinon, un autre jeu, c'est drôle parce que j'entendais récemment JP sur son podcast de la pioche en parler. Je t'avais déjà parlé un peu du jeu Forêt Mixte, en fait, Forest Shuffle en anglais. Moi, c'est comme ça que je l'ai connu, sur BGA. Donc, qui est un jeu vraiment, vraiment le fun. Plus je joue, plus j'ai du fun sur BGA. J'ai vraiment hâte qu'il sorte. En vrai, en fait, à chaque fois que je joue, c'est ça là, le principe. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne vais pas vous expliquer pendant 2 heures, évidemment, mais c'est un jeu là où on va essayer de faire le plus de points possible en posant des cartes devant nous. On place des arbres. Souvent, en plaçant une carte, soit elle est gratuite, soit il faut payer avec des autres de nos cartes pour la placer. Il y a aussi, donc l'action, c'est soit de placer une carte, soit d'aller en chercher. Tu peux toujours aller chercher des cartes au centre de la table sur le marché. Ce qui est intéressant, c'est que les cartes que tu vas aller chercher, tu peux aller les chercher aussi dans la pile, mais si tu vas les chercher dans le marché, toutes les cartes que tu vas défausser pour payer vont retourner dans ce marché-là. Donc, il y a une espèce d'échange de cartes qui se passe là, entre les cartes que tu as dans ta main. Tu vas payer une carte avec d'autres cartes que tu as dans ta main qui vont se retrouver dans le marché, qui vont pouvoir être pigées par d'autres joueurs. Donc, à ce niveau-là, il y a une belle mécanique qui s'installe par rapport à il faut que je fasse attention à ce que je donne à l'autre joueur, à regarder ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de collectionner pour ne pas lui donner trop de points. Fait que le système, en fait, c'est qu'on met des arbres. Il y a, si je ne me trompe pas, 8 sortes d'arbres différents. Chaque arbre a une façon de faire des points différents. Puis sur chacun de ces arbres-là, qui est représenté par une carte, on peut aller mettre des animaux. Donc, ces animaux-là sont aussi sur des cartes, puis ils vont se trouver à être installés en haut, en bas, ou sur un des côtés de l'arbre, en fait. Donc, en glissant notre carte en dessous pour la placer. Chacun de ces animaux-là, de ces insectes-là, de ces bébites-là, va faire des points selon une certaine mécanique. Fait que, par exemple, les papillons. À chaque fois que tu mets un papillon en haut d'un arbre, évidemment, en général, il y a une place seulement pour une carte sur un des côtés de la carte de l'arbre. On peut juste mettre un animal, là, que ce soit en haut, en bas ou sur les côtés, sauf exception. Des fois, tu peux en empiler. Mais bref, mettons, les papillons, ils vont toujours aller en haut des arbres. Puis, eux autres, c'est des collections. Fait que plus tu as de nombre de papillons différents, plus tu fais de points. Il y a des cartes, des animaux qui vont avoir des synergies ensemble. Genre, si tu as un marcassin dans ta forêt, puis tu mets le sanglier, tu fais genre 15 points. Si tu as toutes les sortes d'arbres différentes dans ton jeu, tu fais des points. Si c'est toi qui as le plus d'un type d'arbre. Bref, il y a full de façons de scorer, de faire des points. Vraiment le fun. Je me demande juste à la longue si le jeu va pas, les stratégies du jeu vont pas se répéter. Donc, je serais curieux de voir là, sur long terme si ce jeu-là peut durer, en fait. Parce qu'en fait, j'ai fait quelques games, ça a bien été. Mais je me demandais... tu sais, souvent, il y en a, mettons, qui vont miser sur les lynx puis les chevreuils, puis, tu sais, avoir le plus de lynx et de chevreuils possible. Il me semble que j'ai vu cette stratégie-là souvent. Fait que je fais juste me demander, ça revient-tu un peu au même à la longue? Mais à date, non. À date, je trouve vraiment que le jeu est super, puis c'est un jeu qui se prête vraiment bien à des extensions, en fait, parce que tu fais juste rajouter des cartes puis rajouter des effets. Super beau jeu. Ça réinvente pas la roue, mais comme je l'ai peut-être déjà dit, là, mais il est super beau, c'est un jeu de nature, puis il est le fun à faire, c'est le fun de placer une carte, ramasser ses points, la synergie entre les cartes, tout ça, ça se passe vraiment bien. Fait que je vous encourage à aller l'essayer si ça vous tente. Là, j'imagine, je pense qu'il est sorti déjà en Europe, si je ne me trompe pas, mais là, j'ai aucune idée en Amérique quand est-ce qu'il s'en vient ce jeu-là. Vraiment trippant. Forêt mixte. Fait que Wild Space, 7.2 sur 10 sur BGG, un jeu de 2020. Donc, explore a new galaxy full of treasures and mysteries using card combos.
1 à 5 joueurs, 15 à 40 minutes, tout dépendant du nombre de joueurs, 10 ans et plus, avec une complexité de 2.07 sur 5. Donc, c'est Joachim Thome qui a désigné ce jeu et il a été illustré par Amélie Guinet. Donc, voilà pour Wild Space, un jeu qui reste dans mes faves de petits jeux de coin de table à sortir quand ça tente de faire du combo. C'est pas mal le fun. Maintenant, je vais passer à, pas ma pièce de résistance, parce que j'en ai déjà parlé de ce jeu-là. J'hésitais à le faire, mais je vais le faire parce que j'avais fait une game en solo. En fait, j'avais simulé une game à 2 joueurs, mais là, j'ai joué pour vrai à 2 joueurs à Ancient Knowledge. Donc, ce jeu édité par Yellow Expert, qui est un excellent jeu que j'aime beaucoup et que je vous conseille. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Ancient Knowledge, c'est vraiment un jeu où on va faire plusieurs choses à la fois, comme plein de jeux. Un jeu qui fonctionne avec des cartes, un gros deck de cartes, mon âme, ma fille, un gros deck de cartes tout unique, là, un peu à la Earth. Bon, le deck n'est pas aussi gigantesque que Earth, mais quand même, gros deck de cartes. Toutes les cartes sont uniques. Toutes les cartes sont magnifiquement illustrées. Donc, par Pierre Pièce, Adrien Reeves et Émilien Rotival. Donc, jeu désigné par Rémi Mathieu. Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu-là? Le thème, en fait, là, qui est, quand même un bon thème, qui est quand même bien, comment je pourrais dire ça, qui s'incarne bien au travers des mécaniques du jeu. Ancient Knowledge, il s'agit qu'on a des civilisations, en fait, ils vont construire des monuments, en fait. Et au travers des âges, ces monuments-là vont tranquillement tomber dans l'oubli. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que ce jeu-là, c'est un engine builder parce qu'on va poser des cartes sur notre player board qui vont nous faciliter la tâche ou, moindrement qu'on est intelligent, comme ma blonde et pas comme moi, parce qu'à la dernière game, je me suis fait rincer solide parce que mon engine était poche. Donc, ce qui se passe, je vous explique. On a notre player board devant nous. Sur ce player board-là, en haut du player board, il y a des espaces pour mettre des cartes. Donc, ces espaces-là sont numérotés de 1 à 6. Et les cartes qu'on va mettre là, c'est les monuments qu'on va construire. Donc, lorsqu'on a des cartes dans nos mains, puis à chaque tour, on a l'occasion de pouvoir construire des monuments. On a toujours 2 actions qu'on peut faire à chaque manche. Donc, pour construire un monument, les cartes dans nos mains vont nous indiquer où exactement on va mettre nos cartes sur la frise au-dessus de notre player board. Parce que cette frise-là, j'aime bien ce mot-là, le frise, donc est numéroté de 1 à 6. Là, ça se trouve à être l'endroit dans le temps où se trouve le monument. Donc, si j'ai un monument, par exemple, la pyramide de Gofravluj, et que je veux la construire, sur la carte, ça va être indiqué où dans la frise je vais devoir la mettre. Donc, par exemple, numéro 3, je vais mettre la carte au numéro 3, au-dessus du numéro 3 sur mon player board. Pourquoi mettre les cartes dans des numéros comme ça? Ce qui se passe, c'est que ces monuments-là, à mesure que les manches avancent, ils vont toujours être décalés d'un chiffre vers le bas. Oui, parce que c'est le temps qui passe, l'entropie, la loi universelle de l'univers. Donc, les monuments qu'on construit, plus le temps va passer, plus ils vont tomber dans le passé. Puis, éventuellement, quand les monuments arrivent à 1, après ça, ils tombent dans le passé. Quand un monument tombe dans le passé, ce monument-là, on le garde de côté. Puis, c'est important de les garder parce que les monuments qui tombent dans le passé, en général, vont nous donner des points en fin de partie. Soit des points, tout simplement des points, soit des points avec des conditions de fin de game, etc. Il y a aussi des cartes qui
quand ils vont tomber dans le passé, vont déclencher une action. Fait que là, ça s'appelle une action de tomber en ruine. Donc, certaines cartes, on va vouloir qu'ils tombent dans le passé le plus rapidement possible pour pouvoir déclencher cette action-là. Donc, tout cet aspect-là là, de cartes qui bougent au-dessus de notre board est vraiment intéressant. On peut toujours mettre 2 cartes par espace sur la frise. Autrement dit, je pourrais construire 2 monuments à l'espace 3, par exemple, une au-dessus de l'autre. Ce qui se passe aussi, c'est que dès qu'on met un monument, on doit ajouter sur la carte des jetons connaissances. Alors là, mes amis, ces jetons-là, connaissances-là, sont très centrales dans le jeu. Pourquoi? Parce que ce qu'on va faire, c'est essayer, le plus possible, de retirer les jetons sur ces cartes-là avant que le monument tombe dans l'oubli. Vous comprenez? Pour que la connaissance puisse être préservée. Donc, tu sais, thématiquement, ça fonctionne. C'est sûr que le jeu reste assez... Ben, tu sais, c'est du d'engine building, des cartes, tout ça. Mais quand même, le thème, il fonctionne, là, tu sais, il fonctionne bien. Même si c'est plus conceptuel que concret, là, ça marche pareil. Fait que, mettons, je vais mettre ma pyramide de Gorvacluge, puis ça va me dire, mets 5 jetons connaissances dessus. Donc, à mesure que le temps avance puis que la carte va vers le passé, je vais devoir essayer de retirer les jetons connaissances de cette carte-là avec l'effet de certaines cartes, avec une action qui s'appelle archiver, qui va me permettre de retirer autant de jetons connaissances sur une carte que de cartes que je vais défausser. Donc, cette mécanique-là de défaussage de cartes est assez présente aussi dans le jeu. Donc, il y a des cartes qu'on va devoir, autrement dit, qu'on va devoir payer pour les construire avec des cartes. Puis, une autre mécanique super intéressante que je n'ai pas utilisée beaucoup, mais qui a l'air d'être assez utile dans le jeu-là, c'est qu'on peut modifier l'endroit où on va mettre la carte dans la frise du temps. Donc, si une carte, par exemple, me dit que je dois la mettre au numéro 5, c'est-à-dire que cette carte-là, finalement, va tomber dans le passé dans 5 tours, bien, je pourrais décider de modifier sa position en disant non, je veux la mettre sur le numéro 2. Puis pour ça, bien, je vais payer la différence en nombre de cartes. Fait que je vais payer 3 cartes pour la mettre au numéro 2, par exemple, pour que cette carte-là tombe dans le passé plus rapidement. Donc, super intéressant. Il y a aussi des cartes artefacts. Ces cartes-là ne vont pas aller sur notre frise au-dessus de notre jeu, mais sur notre player board. Ces cartes-là vont rester là tout le long de la partie. Puis, ces cartes-là vont faire partie intégrante de notre engin, en fait. Donc, il faut les choisir avec intelligence, parcimonie. Donc, parce qu'une fois qu'on les met là, on ne peut pas les enlever, puis on a de la place pour 6 cartes. Fait que dans mon cas, c'est ça que j'ai fait. J'ai placé mes artefacts là, un peu en innocent, un peu en brosseux. Puis finalement, mon engine ne m'a pas servi à grand-chose, alors que celui de ma blonde était ultra efficace. Donc, les quatre cartes artefacts, on va les mettre sur notre board. Donc, ça, c'est l'autre type de carte. Voilà pour ça. Les cartes qu'on met dans les monuments, eux autres, vont aussi avoir des effets variés. Il y en a que ça va être des effets immédiats. Fait que dès qu'on met la carte, il y a un effet. Il va y avoir un effet quand il tombe dans le passé, comme je vous ai dit tantôt, puis des effets de fin de partie aussi. Il y a en plus de ça des cartes connaissances, qui sont des petites cartes qui se trouvent au centre de la table dans un marché, en fait. Puis, ces petites cartes-là vont être super intéressantes. Ça fait partie d'une autre action, d'un autre type d'action qu'on peut faire, c'est-à-dire aller chercher une carte connaissance. Certaines de ces cartes-là vont être gratuites, tout simplement. Là, ça, c'est pour tous les joueurs. Donc, là, il y a la dynamique de « je veux-tu vraiment que mon adversaire aille chercher cette carte-là pour qu'il puisse faire des gazillions de points? » Non. Fait qu'il y a ça. Donc, le fait que certaines cartes soient gratuites, c'est intéressant aussi parce qu'on peut aller en chercher quand même pas mal. Mais l'affaire, c'est qu'il y a aussi des cartes connaissances, donc qui ont des prérequis. Donc, souvent, ces cartes-là vont être super payantes, mais on va devoir avoir des prérequis pour les prendre. Les monuments, ils sont divisés en 3 types. Donc, il y a des effets qui vont dire, si tu as tant de monuments de tel type, tu peux faire telle action, etc. Les cartes connaissances aussi sont divisées en 3 types. Donc, à la fin de la game,
Il y a aussi une part du pointage qui peut se faire en collection de cartes et de types de cartes connaissances qu'on a ramassées. Bref, vous voyez un peu le topo. Ce jeu-là est simple dans le sens qu'il est facile à apprendre, il est fluide, il est super ludique. On a toujours hâte de faire une action, de poser une carte. Le jeu est magnifique. Moi, ça tombe vraiment dans mes cordes, ce jeu-là. Je le trouve vraiment le fun. Les jeux Yellow, en général, ben ça dépend. Yellow Expert, quand même, on va souvent chercher dans une complexité un peu plus grande. Là, je pense à Cora. Cora Déjeuner, par exemple. Mais bon, ce jeu-là, il est vraiment le fun. J'ai vraiment aimé ça. Puis, on venait de finir notre partie, puis j'avais déjà hâte d'en faire une autre. Voyez, sur BGG, on dit 7.4 sur 10. Moi, j'y donnerais un peu plus que ça. Un jeu tout récent là, de 2023, 2 à 4 joueurs, 75 minutes pour une partie. Les âges, ben, c'est 12 ans et plus. Pour une complexité de 2.65 sur 5. Fait que voilà, gang. Oups! On est dans un autre espace-temps. Ben oui, quelques jours plus tard, juste après ma belle petite critique de Ancient Knowledge, qui a été, plusieurs de vous le savent déjà, qui a été interrompue en fait par, imaginez-vous donc, un flic, une police. Je me suis fait arrêter parce que je roulais avec mon téléphone dans la main. Et oui, il fallait que ça arrive, j'imagine. J'ai couru après, vraiment. Donc, habituellement, au début, je faisais mon podcast dans mon char, mais là, arrêté. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, ben, je vais le faire en roulant. Puis habituellement, ça va en roulant parce que j'ai pas nécessairement à tenir mon téléphone dans la main. Mais là, ça donnait que c'était le bout où je voulais switcher sur la page de BGG, là, que je m'étais préparé en... T'sais, dans ce temps-là, je me fais des photos d'écran, fait que je vais chercher ma photo. Fait que j'ai pas à taper ou à aller sur Internet. Mais quand même, me suis fait pogner, pas à peu près. J'étais en train de parler d'Ancient Knowledge. J'étais arrêté à un stop là, juste avant je sortais, je m'en allais au travail. Bref, le gars m'a pogné, puis imaginez que... C'est ça, je suis pas tombé sur le plus smart des polices en plus. Il avait l'air d'être bien content de m'avoir pogné. J'ai senti que ça servait absolument à rien que je discute avec lui. Non, j'ai été fait la main pris dans le sac. Puis je suis pas sûr qu'il aimait les jeux de société. Ça avait pas l'air le type à aimer ça, fait que j'ai pas parlé trop du podcast. Je pense que c'est une bonne idée aussi. Fait que ouais, je m'en suis tiré avec une amende vraiment salé. J'ai eu ma leçon. Vraiment. Écoutez, sur le coup, j'avoue que j'étais un peu fâché. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux? Ça arrive des affaires de même. Puis, c'est la vie. C'est pas arrivé pour rien. J'avais besoin d'une leçon. Je l'ai eu. Fait que à l'avenir, je ferai plus de podcast en roulant. Parce que c'est trop risqué. C'est rendu dangereux aujourd'hui, puis je pense que c'est bien correct dans le fond, parce que, comme je disais là, à certaines personnes de la gang, là, c'est sûr que j'ai joué un peu avec le feu. Là. On n'est pas supposé d'avoir des machines dans la main quand on conduit. Fait que c'est ça. Faites attention aussi, vous autres, faites-vous pas pogner. Ils font des opérations complètes pour ça, pour pogner le monde qui parle au téléphone. Fait que voilà ce qui est arrivé. Ça a tombé pile après ma critique de Ancient Knowledge. J'ai rejoué à Ancient Knowledge, j'ai rejoué avec mon garçon de 11 ans. Puis on a fait une game à 3. C'était encore aussi le fun, vraiment trippant. Encore plus le fun à plusieurs, parce que là, il y a plus de choses qui se passent autour de la table. Puis ce coup-là, je me suis mieux débrouillé. Mon engine était pas mal meilleur. Puis, en fait, c'est le fun. Ça a fini avec un beau score. Mon garçon a gagné. En fait, lui, c'est drôle parce qu'il s'est ramassé avec plein de savoirs oubliés. Tu sais, les petits jetons que tu n'arrives pas à te départir à temps, qui vont tomber dans l'oubli en même temps que tes monuments.
si tu ne te départis pas de ces jetons-là, ben, c'est tous des -1 par jeton là, à la fin de la game. Lui, il en avait une bonne vingtaine. Puis malgré ça, il a gagné pareil. Il m'a battu de 2 points. Donc, sur le coup, il était bien déçu puis fâché d'avoir plein de jetons malus sur son plateau. Mais finalement, il a gagné pareil puis il était bien content. C'est vraiment le fun là, parce qu'avec notre garçon, on peut jouer à des jeux plus complexes. Là, je pense que je serais pas mal ready pour jouer à n'importe quoi. Puis il a bien aimé ça. Il a vraiment aimé le jeu. Fait que bref, gros fun noir. Enchant Knowledge, vraiment trippant. Fait que, ouais, voilà, c'est ça notre aventure. C'est le fun, j'ai fait quelques parties là, sur BGA. Il y a quelques personnes qui m'ont rejoint, dont Rakelanders. Salut Rakelanders, je ne sais pas c'est quoi ton vrai nom, mais écoute, je vais t'appeler Rakelander. Puis on a joué à Sky Team ensemble. On était en train de jouer à ça, en fait, là, en coop. Je n'avais beaucoup entendu parler de ce jeu-là. Puis, wow, c'est vraiment un très cool coop qui se joue à 2. C'est clair que je vais me l'acheter probablement à Noël. Là, je vais acheter ça à mon garçon ou à quelqu'un ou à moi-même, mais j'ai vraiment bien aimé ça. Sky Team, c'est un jeu où on fait atterrir un avion. Puis, on a plusieurs choses à gérer avec des dés, en fait. On doit mettre nos dés à plusieurs endroits sur un plateau pour gérer la vitesse de l'avion, la piste d'atterrissage, le train d'atterrissage, les freins, les flaps, tout. C'est vraiment très technique. Puis en même temps, très simple, très approachable. Puis vraiment, là, à date, j'aime bien ça. Fait que merci Rakelander de m'avoir fait découvrir ce jeu-là. Sinon, on fait une petite game aussi de Conspiracy, le petit frère de Abyss, qui est très plaisant aussi. Puis on a joué à Château de Bourgogne. Mais là, bon, j'ai vraiment pas eu des bonnes games. J'espère me reprendre, mais tabarouette que je me suis fait planter là-dessus. Bravo, mon gars. Fait que voilà, il y a quelques personnes avec qui je me suis accoquiné là, sur BGA là, qui écoutent le podcast. C'est vraiment le fun parce que ça augmente encore plus le petit esprit de communauté qu'on a ensemble. Fait que très cool. Fait que voilà, je voulais vous partager ma petite expérience de Nicoton hors la loi qui fait un podcast qui serait pas supposé le faire. Je dois être un des seuls podcasteurs sur la planète qui s'est fait arrêter pour avoir fait un podcast. Fait que voilà, ce qui rend cet épisode encore plus précieux. Je vous mettrai pas en enregistrement, peut-être, là, je vais y penser, parce que quand le gars m'a arrêté, ça a continué à enregistrer, puis là, je fais semblant que je continue à parler. Puis, genre, en espérant, il va-tu allumer ses flasheurs? Il va-tu pas allumer ses flasheurs? Il va-tu m'arrêter? Ouais, finalement, il m'a vraiment arrêté. Là. Puis, hey my God, qu'il y avait pas il y avait vraiment pas un air smart, ce monsieur-là. Tu te demandes pourquoi il y en a certaines personnes qui vont dans la police. Lui, je pense que je sais pourquoi il est allé dans la police. C'est pour ventiler sa colère intérieure, probablement. Il était vraiment pas fin. Voilà, parce que je suis tombé sur des policiers très fins, fait que là, je peux comparer, tu sais. Puis je sais qu'il en existe des très gentils, mais lui, il l'était pas. T'étais pas gentil, monsieur. Voilà pour cette petite chose. Je vous reviens très vite. Alors, bienvenue. Autre espace-temps de ce podcast qui se fait en 1000 morceaux, comme d'habitude. C'est drôle, je réécoutais des anciens épisodes, je fais ça des fois, je ressors un vieil épisode juste pour le fun, voir de quoi je parle, puis où j'ai été rendu dans la vie, puis c'est drôle, c'est spécial comme truc à faire. Puis à un moment donné, je me dis, hey, là, je pense que je vais faire cet épisode-là en pièces détachées. Puis tu sais, c'était comme un peu en disant, je m'excuse, là, je pourrais, tu sais, finalement, je réalise que je fais tout le temps ça maintenant. C'est vraiment rendu mon modus operandi. Donc, ça va bien mieux de même. Puis, ça va aller encore mieux maintenant, vu que je me ferai plus arrêter. Parce que là, je me suis un peu retrouvé à payer pour faire mon podcast. Puis, c'est un peu plate. Fait que... un épisode qui m'a coûté cher. Écoutez, je reviens pour un dernier segment, en fait, pour vous parler d'un jeu, un nouveau jeu que j'ai essayé, un jeu de ma tablette de la honte. Très content. Hier, on était dimanche, il y a eu une petite neige dehors, c'était tout blanc, c'était magnifique. Je me suis dit, quelle belle occasion, quelle belle journée pour sortir le jeu Endless Winter. Yes! Donc, Endless Winter, Paleo Americans. Un jeu que je me suis dégoté ça
Quand même, je pense que c'est dans l'année qui vient de passer, si ça fait pas plus qu'un an. Bref, il était sur ma tablette de la honte, je l'avais appris, je l'avais essayé tout seul, juste voir comment ça fonctionnait. Puis j'ai tout de suite vu là, que j'allais aimer ça. Fait qu'on a joué à ça, moi puis ma blonde. Fameuse game, très cool game, ça s'est fini très chaud. Donc j'ai gagné 59-58, une affaire de même. Super jeu là, dans la veine, je vous dirais, de Dune Imperium, de Narak. Donc, il y a du deck building, il y a également du placement d'ouvriers. Puis, on va chercher tout au long du jeu à enterrer des cartes, donc les mettre au cimetière pour arriver à épurer son deck puis avoir un meilleur deck. Puis, on va aussi évidemment aller se chercher des nouvelles cartes. Donc, les cartes sont classées en 2 types. Les cartes tribus, qui sont 5 types de cartes précises. Là, 5, parce que là, ça se passe dans les hommes des cavernes. On se retrouve dans une ère glaciaire, puis il faut survivre, comprenez-vous. Endless Winter, c'est explorer des territoires, établir des campements, chasser. Également, renforcer notre tribu pour pouvoir survivre. Donc, on va chercher des chamans, des chasseurs, des tisserands, tout ça. Puis, les cartes tribus, c'est des cartes qu'on va pouvoir aller chercher pour renforcer notre deck. Puis, il y a des cartes culture aussi. Ces cartes-là vont des cartes habituellement, je ne sais pas si elles sont plus puissantes, là, mais elles sont différentes en tout cas. Puis, c'est ça, on peut aller chercher des cartes comme ça. Puis, ce qui est cool aussi, c'est que le jeu, en fait, fonctionne en 4 étapes. Je dirais 4 années, ou je sais pas quoi, 4 grosses manches. Chaque manche est séparée en une phase d'action, puis une phase éclipse, en fait. Puis la phase éclipse n'est pas sans rappeler la phase dans Dune Imperium où les cartes qu'on n'a pas jouées, on va s'en servir pour aller acheter des cartes. Sauf que là, c'est pas tout à fait la même chose. À la phase éclipse, les cartes qu'on n'a pas jouées, on va les jouer premièrement pour déterminer qui va être le premier joueur à la manche suivante et également pour donc faire des actions supplémentaires, en fait. Puis voilà, donc c'est vraiment un jeu super bien fait, super bien conçu. Écoutez, à ce niveau-là, wow, ce jeu-là est magnifique, illustré par de Miko, si je ne me trompe pas. Donc, on a vu ces illustrations dans plein d'autres jeux. Un beau style mi-réaliste, mi-cartoon, mais qui fait vraiment bien avec ce jeu-là. Puis, c'est ça. Ce jeu-là est vraiment... tu sais, tu as les inserts pour chaque joueur, le petit plateau. Tout est vraiment, vraiment très bien fait. Les composantes, là, c'est magnifique. Le jeu fonctionne très bien aussi. Moi et ma blonde, on a adoré notre partie. Donc, je peux vous aller rapidement. Comment ça fonctionne sans trop aller dans les détails? Les cartes qu'on a en main de notre deck vont nous aider à faire des actions. Chaque action demande souvent ils appellent ça une labor en anglais, c'est une force de travail, si vous voulez. Chaque carte a une différente quantité de force de travail. Il y a certaines cartes, quand ils vont être utilisés dans une zone en particulier du board, ils vont donner plus de force de travail. Puis bref, cette force-là de travail va déterminer la force de notre action. Fait que ça peut être soit aller piger des cartes, ça peut être aller chasser, ça peut être d'aller installer un campement, d'aller explorer. Puis plus on dépense de force de travail, plus notre action va être forte. On a aussi des ressources sur notre plateau qui se trouvent à être de la nourriture et des outils. La nourriture en tant que telle, va être une ressource qui va nous servir à acheter certaines choses, mais va aussi pouvoir nous donner de la force de travail. Donc, quand on fait une action, on met des cartes pour déterminer la force de notre action. Puis on peut aussi utiliser de la bouffe pour renforcer notre action, notre force de travail. Donc, tout ça fonctionne très bien. On a aussi, chaque personne a un chef de tribu. Puis ce chef-là est représenté par un ouvrier. Donc, on a chacun 3 ouvriers, 2
2 membres de la tribu normale et notre chef qui est représenté par un beau mini, une belle miniature là, magnifique qu'on peut peindre si l'on veut. Puis ces chefs-là, ben, ils ont des capacités spéciales. Il y a certains chefs qui vont avoir une capacité qui va s'activer dès que tu vas utiliser le personnage, d'autres qui vont être activés si tu utilises une action en particulier sur le plateau. Donc voilà, fait que chaque tour, chaque phase, ben, la phase des actions, on fait chacun 3 tours, donc on a chacun 3 ouvriers, dont le chef, et ensuite on fait la phase éclipse. Donc il y a différentes zones où on peut faire nos actions. Premièrement, aller chercher des cartes, bien sûr, aller chercher des ressources. On peut explorer, donc il y a des hexagones, des tuiles hexagonales qui représentent le paysage, le terrain, le monde qu'on doit explorer. Donc tout dépendant du nombre de joueurs, cette zone-là va être composée de différentes tuiles. Donc, puis, ce qu'on peut faire, c'est explorer avec nos campements cette zone-là. Puis, un peu à la explorateur de la mer du Nord, ben, chaque tuile va rapporter des points ou des ressources à chaque phase éclipse, tout dépendant de qui a la majorité sur ces tuiles-là. Donc, pour avoir la majorité, ben, on va compter l'influence qu'on a sur la tuile. Un peu comme les explorateurs de la mer du Nord. Donc, un campement va donner une influence, puis si tu réussis à construire un village qui doit être contigu à 3 tuiles, ça te donne 2 influences, etc. Fait on passe une tuile après l'autre à chaque phase éclipse. Celui qui a la plus grande influence gagne le bonus sur la tuile. Ça, c'est super. Puis, c'est ça, il y a aussi le terrain de chasse, en fait, où... M'excuse, ils vendent beaucoup. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, c'est ça, la chasse, ben, on va aller chercher des animaux, en fait, qu'on va chasser. Ça, c'est très cool, les animaux. Ils ont 2 fonctions. Premièrement, on peut faire des collections avec les animaux. Plus on en a, plus on fait des points. Et les animaux aussi, on peut les revirer de bord, c'est-à-dire tourner la carte de côté pour en tirer un bénéfice. Mais si on fait ça, l'animal ne peut plus nous servir dans nos collections après. Fait que ça, j'ai vraiment apprécié ça, cette mécanique-là, de faire, OK, j'ai vraiment besoin de ça, de cette ressource-là, je pourrais, autrement dit, bouffer mon animal pour en retirer de la viande ou je sais pas quoi. Mais en faisant ça, ben, il ne participera plus à ma collection à la fin de la game. Donc, voilà, un jeu qui roule très bien. On a joué à 2. On a vraiment aimé ça. C'est un jeu qui prend quand même beaucoup d'espace sur la table. Mais cet espace est très bellement occupé. Mais c'est ça. Attendez-vous, il faut que vous ayez quand même une bonne table parce qu'on a nos plateaux joueurs, les cartes qu'on va mettre autour de notre plateau joueur, puis évidemment les boards au centre de la table. Il y a aussi un autre board, là, je vous ai parlé de l'exploration, je vous ai parlé de la chasse. Puis il y a aussi un autre board qui, lui, est une espèce de... Il appelle ça un peu le board des offrandes. Là, tu as 2 pistes sur lesquelles tu peux monter, en fait, avec des idoles. Puis sur ces pistes-là, plus tu es haut sur ces pistes-là, ça va déterminer combien de points tu vas faire à la fin de la game avec ta bouffe puis tes outils qui te restent, autrement dit tes ressources. Et aussi une piste qui va déterminer combien de points tu vas faire avec toutes les cartes que tu as enterrées. Parce que comme je vous disais tantôt, il y a un cimetière. Puis à différents moments pendant la partie, on peut aller sacrifier des cartes, les jeter pour améliorer notre deck. Mais ces cartes-là, plus il y en a dans notre cimetière, plus ils vont valoir des points à la fin de la game. Si tu réussis à... Taboire, ils vendent. Si tu réussis à monter sur ces pistes-là. Bref, excellent jeu, vraiment. J'ai vraiment hâte de rejouer. Vraiment bon, le thème est super, fonctionne très bien. Pour 1 euro, là, je trouve que c'est vraiment le fun. Donc, on est des hommes, des cavernes, des tribus. On essaie de survivre dans cet hiver qui n'en finit plus. Je sais qu'il y a des petites extensions à ce jeu-là, puis là, j'avoue, j'ai salement le goût de les acheter, étant donné que j'ai vraiment, vraiment aimé ce jeu-là. Très bon. Donc, je vous en donne des nouvelles bientôt. Je vais sûrement rejouer.
Mais ça fait pas mal le tour là, de Endless Winter Paleo Americans. Puis en plus, moi, ce qui est cool, c'est que ce jeu-là, je me l'étais trouvé en anglais, mais il n'y a aucun texte sur les cartes, sur le jeu, nulle part. Donc, si vous pouvez vous le trouver en anglais, puis ça ne vous dérange pas de lire les règles en anglais, ça vaut la peine parce que le jeu est vraiment moins cher en anglais. Fait que sur ça, chers amis, j'ai les mains gelées. C'est rendu pas évident de faire un podcast dehors. Je suis allé faire un petit tour, là, pas loin d'où je travaille, là, pour boire mon petit latte et puis vous faire conclure ce petit podcast-là, cet épisode-là. Épisode 42, alright? Ça continue, ça finit plus, ça continue. Fait que venez nous rejoindre sur BGA. On s'est parti une game, là. On est en train de se partir une game à la gang. Ben le fun. Venez me rejoindre sur le Discord. J'avais mis un lien sur l'épisode du podcast, mais je réalise que le lien reste pas valide très longtemps. Fait qu'il faudrait que je me trouve un autre truc là, pour pouvoir vous inviter sans avoir à toujours renouveler mon lien. Fait que voilà. Écrivez-moi aussi si vous voulez. Jeuxconfidence @gmail.com. Jeuxconfidence au pluriel, bien sûr. JEUXCONFIDENCES @gmail.com. Fait que sur ça, ben, je vous salue, chers amis, et on se voit très bientôt dans un épisode subséquent. Au revoir. Jeuxconfidence @gmail.com